Les cendres de Jean Moulin reposent désormais au Panthéon, après avoir reçu l'hommage de la nation au cours d'une grandiose cérémonie présidée par le général de Gaulle. Malgré le froid, le vent qui balaie la place et qui agite fortement les drapeaux et les voiles tricolores du cénotaphe, une foule considérable, au sein de laquelle, bien sûr, de nombreux résistants de l'intérieur et de la France libre se sont mêlés, donne un émouvant éclat au transfert des cendres de celui qui fut l'unificateur de la résistance française et tout naturellement le premier président du CNR, le Comité national de la résistance. Vous êtes venue pour le discours ou pour votre mari? Vous êtes parisienne? Oui, du 18e arrondissement. Le trajet n'a pas été bien long jusqu'ici. Je suis venue pour le discours de Malraux. René, appelez-moi René. Moi, c'est Lucienne. On se tutoie? Une femme qui vient pour un discours politique, c'est pas très courant. Regarde, nous sommes quoi? 5 à 6 femmes tout au plus? Ton mari n'est pas là? Mon fiancé est mort, chère Lucienne. Je suis entrée dans la résistance pour le groupe d'Émilia Amaury, celui de la rue de Lille, à Paris. On faisait surtout de l'imprimerie pour d'autres réseaux de résistance. Tracts, faux papiers, journaux. Je suis ici pour mon mari et pour mes camarades morts. Et puis, Jean Moulin, c'est pas n'importe qui. T'étais dans quel réseau? J'ai été chef d'une section du SEE pendant la guerre, en lien avec le BCRA du colonel Passy. J'avais été recrutée par les Anglais, sans doute plus ouverts aux femmes que les Français. J'ai entendu parler de cette section dirigée par une femme quand j'étais à Londres. Ça faisait jaser les gradés. Et puis, les archives ont été détruites. Pouf, envolées. Circulez ma petite dame, y a rien à voir. Oui, je sais, un truc forcément d'homme, la résistance. Preuve que non. Moi, c'est Simone. Et moi, Marie-Thérèse. Vous avez bien dit Londres? Mais que faisiez-vous à Londres pendant la guerre? C'est une longue histoire. Oh, nous avons toutes eu de longues histoires. On a bien le temps, la cérémonie n'a pas encore commencé. Il fait froid et le vent m'agace. Eh bien, je suis française, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais je suis allée à Londres en 1941, après... En réalité, pour que vous puissiez réellement comprendre, il faudrait que... T'inquiète. On peut toutes se comprendre. Ça fait trop longtemps qu'on se tait. Allez, raconte. Et on peut aussi toutes se tutoyer. Après tout, nous avons vécu les mêmes misères. D'accord. Avant la guerre, je vivais en Alsace avec mes parents, mon frère et ma fille. Mon défunt mari nous a quittés trop tôt et il fallait bien survivre. Dès le début de l'occupation allemande, les pénuries alimentaires et les saisies à répétition des Boches nous ont mis à la peine. Nous avons bien tenté de résister, des manifestations ménagères, comme il disait. Mais ça n'a servi à rien. J'étais jeune. En même temps, ça servait la résistance qui pouvait nous recruter plus facilement. C'est vrai. Les plus fougueuses d'entre nous étaient repérées, testées et engagées illico. J'ai moi-même été approchée, mais ça ne me disait pas trop. Ma fille était jeune et je ne voulais pas mettre en danger ma famille. Et puis, le plus important pour moi, c'était de résister à la germanisation, pas au nazisme. Parce que c'est pas la même chose. Non, pour nous, les Alsaciens, ce n'est pas du tout la même chose. En 40 ans, nous avons été allemands, puis français, puis allemands de nouveau. Je ne voulais pas d'un nouveau changement. J'étais française, ma famille avait toujours été française et je voulais le rester. Et puis, vraiment, le plus important, c'était de résister à la germanisation. La résistance, elle s'occupait du nazisme. Quand est-ce que t'as basculé? C'est quand mon frère s'est fait enrôler dans la Wehrmacht. Il n'a pas pu, alors il a déserté et on ne l'a plus jamais revu. Je crois qu'il avait essayé de contacter la résistance. La Gestapo l'a recherché et a fini par le trouver. Un matin, on a reçu une lettre disant qu'il avait été accidentellement tué. Tu parles. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis, quelques temps plus tard, un oncle dont je ne savais pas qu'il était résistant m'a convaincue. Mais bon, au fond, c'est surtout la mort de mon frère qui m'a motivée. La patrie abonde finalement. Parfois, c'est plus simple qu'on ne le croit. L'amour pour un frère. T'as fait quoi dans la résistance? Eh bien, à l'époque, j'étais une des rares femmes à être trilingue. Je parlais couramment le français, l'anglais et l'allemand. C'est pour ça que je suis allée en Angleterre et que j'ai aidé le SEE. Elle est belle ton histoire finalement. Elle est surtout terrible. C'est pas ça qui va nous donner une médaille ou même me rendre mon frère. Et toi, Marie-Thérèse, qu'est-ce que t'as fait dans cette fichue guerre? Moi, je n'ai jamais été une résistante comme vous. J'en ai surtout vu passer des résistants. J'étais étudiante à la Sorbonne pendant l'occupation. Mes camarades étaient pour la plupart très engagés. Dans l'université, tout le monde savait que beaucoup faisaient partie de la résistance, mais on ne savait pas vraiment qui. Et t'es tombée amoureuse? Non, impossible. Mes parents n'auraient jamais voulu. Enfin,
Je dis pas qu'à l'époque, la résistance, je regardais tout ça de loin. Ça m'intriguait, c'est tout, ça s'arrêtait là. Et t'en as jamais parlé à tes parents? Non, jamais. J'ai grandi dans une famille bourgeoise. Mon père avait beaucoup d'amis collaborateurs, même si d'autres ne l'étaient pas. Alors pas question de s'engager dans la résistance. Papa n'était pas particulièrement d'accord avec le régime de Vichy, mais je crois qu'il avait confiance en Pétain. Il disait toujours « La collaboration, c'est un moindre mal. Pétain saura limiter les dégâts. Donc c'était un collabo. » Non, c'est juste qu'il voyait la résistance d'un mauvais œil. Pour lui, c'était des délinquants qui mettaient les Français en danger. Et ma mère le suivait, comme toujours. Mes parents avaient des locations sur Paris. Avec l'exode, certains appartements étaient vides. C'est comme ça que ça a commencé. Je prenais les clés et je fournissais des planques à des personnes que je ne connaissais même pas. Je leur apportais à manger, des vêtements, je les soignais parfois. Et puis ils disparaissaient. Et tes parents n'ont jamais rien su? Non, jamais. Même s'ils étaient ravis que la France soit libérée, ils continuaient de ne pas aimer De Gaulle et la résistance. Du reste, il y a des résistants partout. Dans l'administration, la politique, les journaux. Mon père dit que c'est tous des communistes et que c'est pas bon pour les affaires. Alors j'ai préféré me taire. Et puis, j'ai fait ça machinalement, pas comme vous. Parce que les copains le faisaient aussi. Il fallait quand même être sacrément courageuse. Les risques n'étaient pas moins grands. Tu en parles autour de toi? J'en parle à ma fille. Elle est en âge de comprendre. Et curieusement, je suis assez fière de lui transmettre cette histoire. J'ai l'impression que les jeunes femmes d'aujourd'hui ne sont pas comme nous à l'époque. Elles ne veulent pas tellement se soumettre aux hommes. Ma fille dit qu'elle est féministe. Moi, je veux bien. Mais bon, c'est de la politique. Et moi, la politique... C'est une forme de résistance aussi. Moi, je me suis engagée très tôt dans la résistance. À peine majeure, j'avais déjà la volonté d'agir. En fait, je voulais surtout rencontrer le général de Gaulle. Oh, ses discours, sa stature, ça me prenait aux tripes. Encore aujourd'hui, il me fascine. Tiens, le voilà. N'est-ce pas qu'il est encore très beau? Je suis rentrée dans un réseau de résistance pour faire de l'imprimerie pour Défense de la France, avec Charlotte Nadel. Et c'est là que j'ai rencontré la nièce de De Gaulle. T'avais tout gagné. Oh, j'avais pas envie de faire carrière, ni d'être une héroïne. Je voulais juste agir, et de préférence dans l'ombre. Au fond, la résistance, c'était pas vraiment mon truc. Mais les hommes m'avaient tellement déçue. Ils avaient capitulé si vite, si facilement. C'est vrai, on a toujours compté sur eux. Pour amener à l'argent à la maison, pour nous protéger. Et là, ils se dégonflaient. De Gaulle, il s'est pas dégonflé. C'est un homme, un vrai. Après la guerre, on pouvait rentrer tranquillement chez nous, s'occuper de nos enfants. C'est ce combat-là qu'on avait gagné, nous les femmes. Et ton mari? Ah, mon mari, ce lâche. Oh, je l'ai laissé tomber pour un autre rencontré justement dans le groupe d'Emilia Amaury où j'ai poursuivi mon action clandestine. Raconte. Oh, il était drôle. Il était beau avec sa moustache toujours bien taillée. Il dansait bien et surtout, il était fort. En quelque sorte, ton action clandestine... Bah moi j'étais résistante, mère de famille, épouse et amante. Ma vie a été bien remplie. Ma famille et mon père surtout avaient capitulé dans leur tête. Mon père refusait la résistance. L'idée même de se rebeller lui était complètement étrangère. Ça m'a rendue folle. Toute ta famille avait capitulé? Oui, toutes. Les femmes de ma famille, je comprenais, mais les hommes de ma famille, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. J'ai donc décidé de m'engager. Sauf que pour une femme, c'était pas gagné, et je voulais surtout pas transmettre les messages de ces messieurs. Une femme avec des enfants? C'est mon mari qui s'occupait de mes 5 enfants. Son seul mérite. Bon, je reconnais qu'il m'a quand même bien aidée. Et même lorsque j'ai eu mon petit dernier qui n'était pas de lui, il s'en est quand même occupé. Même aujourd'hui, avec les féministes, ce serait compliqué. La guerre, ça bouscule les manières. Oui, et puis il va entrer dans un réseau en disant que tu veux participer aux décisions. J'ai donc décidé de créer mon propre groupe de résistance et d'en être la seule dirigeante. Et tu faisais quoi? Au début, je passais un temps fou à recruter des personnes. Après quelques mois, je dirigeais une vraie petite armée mixte. J'étais très dure avec les hommes, car je leur faisais pas confiance. Les femmes ont toujours été plus courageuses. Et nous, on se plaint pas souvent. Eux, il faut qu'ils gémissent pour un oui ou pour un non. C'est pour ça que je leur faisais pas confiance. Beaucoup se faisaient avoir avec leurs indiscrétions. Et puis, il y a cette sale manie de vouloir être reconnu, célèbre, glorieux.
Non, les femmes, elles, prenaient leur rôle plus au sérieux. Elles étaient plus prudentes. Ça ne nous changeait pas, nous avions l'habitude, on savait se taire. On l'avait toujours fait. Et puis c'était surtout une question de survie. Il fallait manger, et avec le marché noir, le ravitaillement... Nos familles avaient faim, j'avais plus rien à la maison. Et les hommes, ils te disaient rien. Si tu savais. On m'a reproché d'abandonner mes enfants et mon mari. Les femmes n'étaient pas en reste. Elles plaignaient mon soi-disant pauvre mari d'être tombé sur une irresponsable. Mais alors quoi? Il n'avait qu'à pas la perdre, cette guerre. Quant à mon mari, il était gentil, mais je ne l'aimais pas. Le mariage avait été arrangé par mes parents. Aujourd'hui, ce serait bien plus compliqué d'imposer un mari à une fille. Et c'est pas plus mal. Et bien sûr, à la Libération, on t'a pas récompensé. Non, c'est vrai. Je retournais m'occuper de mes enfants. En fait, c'est compliqué à expliquer. Mon histoire s'est diluée dans l'euphorie de la victoire. Sur les Champs-Élysées, c'est les hommes qui défilent, pas les femmes. Nous, on est bonnes à agiter des drapeaux et à lancer des fleurs. Moi, je voulais juste que ça s'arrête. Mes enfants grandissaient vite et j'avais envie de m'en occuper. Je suis restée avec mon mari, surtout pour les enfants, même si au fond... Chut, 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 les amis. Malraux va commencer son discours. Il va sûrement parler de nous autres, les résistantes. C'est Simone Boyer, non, Léontine Boyer, et elle est l'incarnation de la femme qui s'est révoltée et qui a fait tout ce qu'elle a pu pour aider. C'était pas faire dérailler des trains, c'était des petites choses mais qui avaient leur valeur. Et dans la rue Marais, il y avait un autre couple qui a fait la même chose, qui a ramassé nos affaires personnelles. Et c'est un indice de résistance morale, je dirais. Elle n'a pas fait dérailler des trains, bien sûr, mais elle a, et ça se faisait beaucoup, d'entre gens de la même famille ou du même environnement. Ouais, même cercle de Voilà. amis. Et c'est très important. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.